Bienvenue, vous êtes bien au 6e sans ascenseur, un podcast présenté par Jessie Razafi. Je ne pouvais pas commencer ce podcast sans inviter la personne qui m'a poussée à vivre pleinement mes passions. Je le désigne souvent comme celui qui m'a donné le coup de pied aux fesses pour sauter le pas, que ça soit dans la pôle ou pour ce petit projet. Tu préfères perdre ton temps et te fatiguer en faisant quelque chose qui ne te plaît pas, ou te fatiguer mais gagner du temps en faisant ce qui te plaît. Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui. C'est celui qui m'a écouté toutes les semaines à 8h du mat, un café à la main et en mitouflé sous la couette, me plaindre de mon travail en entreprise et mes énièmes. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est aussi celui qui a vu naître ce projet. Je crois que j'ai envie de faire un podcast. Ce à quoi il a répondu sans tergiverser, fais-le. Vous l'aurez compris, c'est la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Il s'appelle Dany Pla. Il est compétiteur et professeur de jiu-jitsu brésilien à la MK Team et lui aussi vit de sa passion. Dans cet épisode, Dany se livre à cœur ouvert sur son parcours, son goût assumé pour la victoire et ses périodes de désillusion. On échange longuement sur notre expérience en tant que professeur dans nos domaines respectifs ainsi que sur la thématique de l'ego. Passionné de philosophie, Dany n'hésite pas à se référer aux vertus de l'échec de Charles Pépin, les essais de Montaigne ou encore à Nietzsche. Vous y entendrez sûrement notre jeu de mots du moment qui est passé du coq à light. Je sais, c'est pas très brillant. Vous y entendrez également mon rire de sorcière et aussi la très haute estime que porte Dany pour son professeur de karaté. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que le fait que je te désigne compétiteur et ensuite professeur, ça te convient ? Ouais. J'ai été compétiteur avant d'être professeur. Je continuerai sans doute d'être professeur quand je serai plus compétiteur. Et j'ai du mal à mettre l'une ou l'autre des casquettes au-dessus de l'autre, en fait. Je suis vraiment 50% l'un, 50%. Comment dire, y a pas un rôle qui prédomine sur l'autre, quoi. Mais du coup, ça te dérange pas que les gens te désignent, te reconnaissent plus en tant que professeur que compétiteur, notamment quand tu as eu ta période de blessure ou les gens oublient en fait que tu étais aussi compétiteur. Je sais pas si les gens oublient ou si les gens à qui je donnais cours ne connaissaient pas en fait mon passé de compétiteur, parce que bon, on est quand même dans un sport qui est assez confidentiel et en plus j'ai longtemps été assez enfin pas absent mais peu présent sur les réseaux, donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait euh, dans le JJB qui sont pas très visibles sur internet. Et oui, ça me gênait. Je me sentais amputé d'une partie de moi parce que la partie compétiteur, elle est encore très importante. Je crois que euh, peut-être je me le cachais un petit peu. Peut-être je faisais un petit peu de dissonance cognitive à l'époque parce que j'avais du mal à accepter la situation. Et clairement, oui, le fait d'être uniquement professeur, c'était pas suffisant. Je me sens aussi en tant que professeur investi d'une mission de montrer l'exemple et je j'aurais du mal à prêcher quelque chose que je fais pas moi-même. Donc si je dois être un coach, quelqu'un qui motive les gens à faire de la compétition, je dois commencer par le faire moi-même, quel que soit le... Bien sûr, j'ai envie d'aller au plus haut niveau possible et de faire les meilleurs résultats possibles, mais je suis pas tenu d'y arriver, mais je suis tenu d'essayer. En commençant le JJB, est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire la compétition ? Enfin déjà peut-être comment ça t'est venu le goût pour cette discipline et est-ce que dès que tu as commencé, tu t'es dit ouais, je vais faire la compète ? Pour moi, c'était indissociable. Quand j'ai commencé, il était hors de question de faire ça en dilettante ou en loisir ou quoi. En fait, je crois que j'étais à la recherche d'une voie. J'étais à la recherche d'une voie. Je voyais ça comme, je vois toujours ça comme une voie d'ailleurs. C'est pour ça que la pédagogie, la compétition, tout ça, c'est différentes modalités de mon art en fait. Donc je voyais ça comme une voie d'entrée de jeu.
Ce qui m'y a amené, c'est bon, j'étais passé par plusieurs disciplines, si j'ose dire, avant ça. J'ai fait de la musique, je me suis intéressé à différentes choses et je pense que je me suis arrêté sur ça, que euh, j'ai persévéré dans cette voie-là parce que déjà c'était quelque chose que je ressentais comme venant vraiment de moi. La musique, c'était clairement influencé par mon père. Enfin, les différentes choses que j'ai pu expérimenter avant, j'avais le sentiment de les faire pour quelqu'un ou en tout cas influencé par quelqu'un. Là, bon, dans ma famille, je suis peut-être pas un vilain petit canard, mais en tout cas un mouton noir. Je sais qu'il y a un dessin animé qui s'appelle Danny le petit mouton noir. Et voilà, je suis le seul qui est sportif, voilà. Donc ça répondait à, voilà, ça me permettait de vraiment me démarquer, de m'essayer à un domaine où j'étais vraiment libre d'exprimer ma singularité. Et puis ça me permettait aussi de dépasser des peurs que j'avais depuis longtemps. Je pense des peurs qu'ont rencontré beaucoup d'hommes dans leur vie, comment dire, la peur de l'affrontement physique, la peur de la violence, les choses comme ça. Donc le fait de pratiquer un art martial, bon, comme j'ai déjà entendu dire quelque part, on continue rarement pour les mêmes raisons qu'on a commencé, mais en tout cas, il y avait à l'origine un petit peu cette volonté de se confronter à cette peur de l'affrontement physique et de la dépasser, quoi. Ok. Et est-ce que sur le moment, quand tu as découvert le JJB et tu te dis ah putain, c'est ça que je veux faire, est-ce que le fait que tu sois bon aussi directement dedans, ça t'a pas influencé dans tes choix? Parce que souvent, on aime ce que l'on sait faire et ça détermine un peu, parfois j'ai l'impression, nos passions. Ça nous influence en tout cas, j'ai l'impression. Je sais pas si on aime ce que l'on sait faire ou si on parvient plus rapidement à être bon dans les choses qu'on aime en fait. Je pense que la première qualité pour être bon dans un domaine, c'est simplement d'être passionné. Je pense que ça doit vraiment être compliqué d'être très mauvais si tu aimes vraiment profondément quelque chose. Parce que en tout cas tel que je le ressens moi, si tu es vraiment passionné par quelque chose, ton esprit va tout le temps être en veille à ça, tous les éléments euh, d'informations qui vont pouvoir t'aider à devenir meilleur là-dedans et tout, tu vas immédiatement les capter, et, voilà, tu vas être en quête perpétuelle d'amélioration et tu vas être comme appelé vers ça et donc tu vas naturellement être plus enclin à progresser, je pense. En admettant même que je me trompe là-dessus, j'ai pas immédiatement commencé par le JJB en tant que tel. J'avais fait un peu de... Donc quand j'ai pris cette décision de me remettre aux arts martiaux, donc j'avais 20 ans, j'avais eu quelques expériences sportives par le passé, mais j'avais jamais vraiment été assidu avant ça. Et donc j'ai commencé d'abord. Donc en fait c'était une décision qui allait de pair avec le fait d'arrêter de consommer des substances à la, à, enfin, j'allais dire à la limite de la légalité, mais qui sont même pas légales du tout. Enfin bref, voilà, j'étais un branleur de 20 ans qui passait son temps à fumer des pétards, à manger des kebabs et à pas faire grand chose de ses journées. Donc, il y a un moment donné où j'ai eu un électrochoc et je me suis dit, bon, bah, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, il faut que tu trouves une voie, comme je disais tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire? En fait, je me rappelle vraiment de m'être dit ça. Qu'est-ce qui pourrait te motiver suffisamment pour que tu aies envie d'arrêter toutes ces conneries et que vraiment tu te dises, si j'arrive à faire ça, vraiment, j'aurai plus jamais le droit de douter de moi. Je me revois vraiment me faire cette réflexion-là. Et, et la réponse a été, bah, il faut que je sois champion de l'UFC. Donc c'était légèrement ambitieux,
Et donc j'ai commencé par faire du karaté parce que j'avais un copain d'enfance qui faisait du karaté depuis longtemps et je me suis dit bon bah c'est accessible, c'est à portée de main, commençons par ça déjà pour se remettre tout doucement au sport, pour commencer à essayer en douceur. Donc j'ai fait du karaté pendant quelques temps et bon j'ai arrêté parce que j'ai entre-temps été employé par mon prof de karaté qui s'avérait être un vrai trou de balle donc j'ai arrêté le karaté. On Mais le garde ça ou tu veux ah, que tu je fais ce que tu veux, hein. cut? Moi j'assume, mais je Ok, te très laisse bien. libre de couper si t'assumes pas. Donc bah, j'ai arrêté le karaté, mais j'ai pas abandonné l'idée de poursuivre dans la voie des arts martiaux, donc je me suis dit bon ben encore mieux le karaté, il faut que je fasse du MMA. De toute façon c'est à ça que j'aspire vraiment. Donc je me suis inscrit dans un cours de MMA et j'ai découvert, je me rappelle bien de la première fois que j'ai tourné au sol et j'ai découvert les sensations du sol et je suis immédiatement tombé amoureux de la discipline. Ça te fait quoi au sol? Bah, j'ai trouvé la première fois, bon comme la plupart des débutants, j'ai mis toute ma force, j'ai rien compris, mais j'ai vraiment ressenti, alors déjà que ça faisait appel à certaines particularités physiques que j'ai, euh, l'agilité, la souplesse. Voilà, j'ai senti que ça allait être des choses que j'allais pouvoir exploiter. Et puis c'était hyper défoulant, quoi. Enfin, vraiment, je... c'était super satisfaisant de pouvoir voilà, se défouler à ce point-là. Beaucoup plus que la boxe. Pour moi, parce que bon, la boxe, bon, il y a des gens à qui ça parle beaucoup plus, hein. Je pense que c'est des tempéraments, mais moi j'étais un peu quand même freiné par la peur des coups. Enfin, j'aimais pas prendre des bagnes, hein, tout simplement, hein. Je le faisais. J'ai pu ressentir un peu de plaisir en mettant les gants, mais j'ai rapidement, enfin, je me suis dit, je pourrais pas aller au plus haut niveau là-dedans. Ça demande des sacrifices que je suis pas prêt à faire. En revanche, dans le combat au sol, ouais, là, je peux vraiment m'y livrer corps et âme. En plus, ça fait vraiment appel à des capacités que je pense avoir, qui sont la capacité de réflexion, la stratégie, puis les particularités physiques que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Et du coup, à quel moment ça s'est fait ta transition MMA au JJB? J'étais déjà dans un club où la dominante était le JJB, c'était du MMA, mais le gars qui tenait ce club était quand même plus orienté JJB que MMA. Et bah déjà au cours de l'année que j'ai passé dans ce club-là, rapidement je me suis détourné de l'aspect pied-point pour vraiment me focaliser le plus possible sur le JJB. Donc il y avait des cours exclusivement de JJB et j'allais à tous ces cours-là. Et même pendant les cours de MMA, je faisais essentiellement du sol, quoi. Quand il fallait mettre les gants, je rechignais un petit peu. Et l'année suivante, pour des raisons professionnelles, il a fallu que je quitte ce club et puis j'ai trouvé sur internet le club qui a été le club dans lequel j'ai fait mes armes qui s'appelle la Tropa d'élite à Mandelieu sous Hugo Février qui a été mon professeur enfin le professeur qui m'a formé les premières années qui m'a donné les bases et c'est là-bas que vraiment j'ai comment dire confirmé ma passion pour le sol, quoi. T'as eu des périodes, des illusions où tu t'es posé des questions, tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire je sais pas, après une défaite ou après une situation où justement tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça et là tu t'es un peu remis en question en te disant ah shit, est-ce que c'est vraiment ma voix ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester dedans? Et si oui, comment justement t'as fait pour revenir vers le JJB? Ouais, oui, bien sûr, en 12 ans, il y a forcément eu des périodes de désillusion. Il y en a pas eu tant que ça. C'est pas forcément les défaites ou les échecs en compétition qui ont failli me détourner de mon objectif. Puisque comme je le disais, pour moi, ça a toujours été une voie. Donc je me disais, bon, ben, même si ça a toujours été très important pour moi d'être un bon compétiteur, mais
Même si je parviens pas à exceller dans cette voie-là, il y a d'autres façons de me démarquer dans la voie du JJB, telle que je la vois. Et non, ça a plus été des épreuves de vie. Au début, c'était le fait que ça paraissait complètement impensable. Donc j'ai commencé le JJB dans le sud de la France, en province. Il y avait quasiment pas d'exemple de gars qui arrivaient à vivre du JJB autour de moi. Le peu qui arrivait, ils étaient perçus un peu comme des ovnis. S'ajoute à ça la pression parentale, le fait quand t'es jeune, que t'as 20 ans, bah, tu sais pas trop ce qu'il est. C'est difficile d'oser te lancer, etc. T'as tes parents qui rejettent leur peur sur toi. Donc tu as toutes ces voix-là qui s'entrechoquent un peu dans ta tête, et ça a longtemps été une difficulté, mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné l'idée, c'est juste que je la remettais, je la voyais euh, comme quelque chose de lointain en fait. Je me disais plus tard, voilà, j'économiserai, ou je trouverai un moyen, c'est pas dans l'immédiat, et puis bon, il fallait aussi quand même euh, atteindre un certain niveau quand ça fait 2-3 ans qu'on pratique, qu'on est ceinture bleue. C'est difficile d'aspirer à ça dans l'immédiat. Donc, j'attendais de faire mes preuves, d'avoir des résultats concrets à mettre en avant pour avoir la confiance de me lancer. Et il y a eu aussi une période dans ma vie, les blessures. Les blessures, ça c'est vraiment je pense que c'est les plus grosses épreuves que vit un sportif, parce que une défaite, bon, on s'en remet assez vite, hein, il suffit de s'inscrire à la compète suivante. Alors c'est vrai que quand on s'est préparé vraiment durement pour un gros événement, la déconvenue est d'autant plus grande, mais bon, on se remet en selle, on repart pour la prochaine, et voilà, il suffit d'enchaîner deux trois victoires, ou même une seule, de gagner même une petite compétition, ça suffit des fois pour euh, pour retrouver le- la, la, la foi, quoi. Mais les blessures, c'est des périodes de doute prolongées. Des fois, on ne sait pas si on va revenir vraiment à son vrai niveau. Ça nous atteint physiquement, psychologiquement. On n'a plus l'impression d'être la même personne. Et dans ces périodes-là, ouais, il y a eu notamment une grosse période aux alentours de 2016-2017 où j'ai fait un gros down, et où j'ai pensé m'écarter du JJB à cette période-là pendant quelques mois. Et pour répondre à la suite de ta question, qui est qu'est-ce qui m'a fait y revenir, je pense que bah, c'était une évidence, c'est qu'en fait j'avais tellement investi dedans pendant tellement de temps que bah, j'y passé un certain cap en fait qui est automatiquement rappelé, quoi. Ça devient une part de ton ADN, il te manque quelque chose, quoi. Ce serait arrêter, ce serait comme faire vraiment un sevrage prolongé de quelque chose auquel t'as été vraiment attaché pendant très longtemps. Donc en fait, j'ai pas vraiment eu à faire d'efforts pour y revenir. Je pense que j'aurais à faire beaucoup d'efforts pour faire peut-être le deuil de la compétition le jour où je serais obligé d'arrêter, parce que je serais trop vieux, par exemple. Le manque d'argent, ça a jamais été un frein pour toi? Non. Alors, C'est vivre en mode crevard. ouais, alors, bah non, ouais, bah oui, j'ai vécu en mode crevard. Bon, dans les premières années, j'avais quand même des anges gardiens qui étaient mes parents, notamment ma mère, qui, euh, qui couvrait qui couvrait mon compte quand je regardais pas aux dépenses, parce que j'investissais tout mon argent dans les compétitions, etc. et tout ça. Et donc, bon, à cette époque-là, j'étais quand même vachement aidé par mes parents, enfin mes deux parents, puisque ils m'aidaient aussi en termes de logement. Donc, je logeais dans un appartement qu'ils avaient acheté grâce aux économies qu'ils ont fait pendant des années, qu'ils avaient acheté pour pouvoir le louer, et garder un peu d'argent pour leurs vieux jours. Et bon, ils avaient accepté de me laisser y loger gratuitement pendant une période. Donc voilà, je travaillais, mais voilà, il y a beaucoup de dépenses que j'évitais grâce à eux, et ça me permettait de mettre cet argent-là dans les compétitions, et tout ça. Donc j'aurais mauvaise grâce à dire que j'ai pas reçu beaucoup d'aide financière de leur part au début. Et puis vers donc 26 ans, cette fameuse période où il y a eu une cassure, où j'ai été blessé, et puis j'ai vécu une période un peu difficile, où j'ai remis en question même
le fait de continuer dans le JJB. J'ai déménagé, j'ai changé de région, et puis là j'ai recommencé, je suis reparti de plus belle, de façon plus indépendante cette fois. Donc là où je bossais, mais je parvenais quand même à m'entraîner beaucoup, en moyenne 2 fois par jour. Pas forcément des entraînements qualitatifs, mais bon, en tout cas, je faisais ce que je pouvais. Et puis je mettais de l'argent de côté en vue voilà d'aller encore plus loin. Finalement, je pense que ça m'a aidé le fait d'être encore plus pris à la gorge, me dire mais en fait là il faut vraiment que je m'en sorte, il faut vraiment que je trouve un moyen. C'était tellement inconfortable qu'il fallait que je trouve un moyen de vraiment vivre de ma passion et de réaliser mes rêves. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'as travaillé à côté, t'as enchaîné les boulots, t'as fait un prêt, qu'est-ce que Ouais, t'as... bah j'ai enchaîné les petits boulots, tout ce que j'ai trouvé. Donc bon, comme je dis souvent, le JJB c'est un réseau social grandeur nature, puisque encore plus quand t'es bon, bah, quand t'arrives dans un club et tout, tu te fais facilement des potes et tout ça. Bah, j'ai reçu beaucoup d'aide à chaque fois que je suis arrivé dans un club de JJB. Je me suis facilement fait des potes et c'est devenu comme une famille. Et j'ai facilement trouvé du boulot, même quand je suis arrivé avec une main devant, une main derrière. Donc j'ai accepté, ouais, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait vraiment de tout, hein, puisque mon objectif c'était de vivre du JJB. Je travaillais dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans les jardins. Dans cette période-là dont je parlais, où j'habitais dans le sud-ouest, j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai fait la cueillette des abricots. Via un pote, j'ai eu un plan pour travailler en ostréiculture. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait de la peinture, de la maçonnerie, des jardins. J'ai fait bah, de l'immobilier, comme je disais, en location saisonnière. C'était sur Cannes. Et ouais, ostréiculture, agriculture. J'ai même été prof de français au Japon après par la suite, mais ça vient plus tard dans l'histoire. Donc ouais, comme je te disais, donc c'est ces petits boulots-là pour pouvoir m'entraîner le plus possible, mettre des sous de côté et partir à l'étranger, puisque j'en étais arrivé à la conclusion que j'avais pas les moyens autour de moi de réaliser mes ambitions, qui étaient de performer au plus haut niveau en compétition. Donc il fallait que j'aille dans un pays où on avait cette mentalité de professionnel vis-à-vis de mon sport, entouré d'athlètes qui avaient les mêmes ambitions que moi pour, euh, pour y arriver. Mais est-ce que à cette époque, en France, enfin, tu ressentais pas ça en France ou du moins à Paris? Pourquoi pas juste être passé directement par la case Paris au lieu de l'étranger? Parce que déjà le niveau est plus élevé à l'étranger, même si aujourd'hui les Français, les Européens on monte et j'aimerais œuvrer pour défendre un petit peu les couleurs françaises à l'international, aider euh, via mes performances personnelles, même si c'est ambitieux, et sinon via mon travail en tant que prof et coach, aider à ce que la France se hisse le plus haut possible sur la scène internationale, sur la scène des compétitions internationales. À l'époque, bah, quand j'avais à faire ce choix pour mon entraînement personnel, je me suis dit, bah, le plus haut niveau, il est clairement à l'étranger. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, les États-Unis, le Brésil, c'est les grandes nations du JJB. On aurait du mal à aligner des athlètes de leur calibre dans chaque division. On le voit, hein, les podiums sur les plus hautes compétitions, voilà, c'est essentiellement des Brésiliens, des Américains. Donc voilà, donc je suis parti aux États-Unis, je suis parti à San Diego dans un des plus gros clubs du monde, Atos à San Diego, qui est voilà, une des plus grosses équipes qui héberge plusieurs champions du monde, chapeauté par André Galvao, qui est une légende de notre sport. Donc j'avais envie de vivre cette expérience-là. Et ensuite j'ai enchaîné avec le Japon, à peu près 1 an et demi, un peu moins. J'ai choisi le Japon parce que pour deux raisons. J'étais attiré par la culture. J'avais envie. Il y a ça aussi, hein, il y a de ça
qu'on continue de répondre à ta question, il y a le côté aussi exotisme, hein. J'avais envie de vivre cette expérience-là. Paris, c'est quand même moins exotique que Tokyo, donc non, j'avais envie de voyager. Pourquoi Tokyo? Parce que je savais que les Japonais étaient très techniques, très forts dans mon sport et qu'il y avait beaucoup de poids légers, de ce que j'avais pu entendre sur des podcasts, voilà, de témoignages de gens qui étaient allés s'entraîner là-bas. Les Japonais sont une bonne nation. Déjà, ils ont une culture martiale qui est très ancrée. Voilà, donc comme je disais, dans les catés légères, ils ont quelques noms qui sortent du lot. En plus de ça, c'est des athlètes qui sont... euh, Enfin, je pense qu'il y a moins une culture du dopage que dans d'autres nations. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, il y a aussi le fait que j'étais pas super serein vu que je partais un peu à l'arrache, sans assurance, sans rien, en mode un peu euh, warrior, en vivant dans des conditions vraiment pas très euh, sécuritaires et confortables. Bon, faire ce voyage-là au Brésil, c'était quand même un peu plus risqué. Donc voilà, il y avait le côté plus rassurant du Japon qui m'a fait pencher de ce côté-là. Est-ce que quand tu es allé dans ces académies à l'étranger, tu as senti ce besoin de prouver ton niveau pour pas être le plus nul? Parce que moi, tu vois, ça me fait quand je vais à des cours de pôle de studio, que ça soit à Paris ou dans d'autres endroits, où je me dis, oh là là, il faut pas que je sois la plus nulle du cours. Et est-ce que toi, ça te le fait? Ou ça te l'a fait à cette époque? Non, parce que je savais que j'avais un bon niveau. Je ne savais pas quel était mon niveau par rapport à ces gens-là, pas forcément. Bon, même si j'avais déjà eu des aperçus en compétition, bon, je savais déjà que je m'étais déjà parfois ramassé, donc je savais qu'il existait des mecs bien plus forts que moi, puis j'en avais aussi la preuve au club, au quotidien, mais j'avais peu d'exemples de gars de mon poids, de mon âge, de mon temps de pratique. Il y en avait hein, qui étaient plus forts que moi, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et, euh, et donc voilà, quand même, il restait des incertitudes, des inconnus par rapport à, à, voilà, comment me situer par rapport à ces gens-là, c'est ça, par rapport à des champions de cette trempe-là. J'avais aucun doute vis-à-vis des plus grands champions que j'en étais très loin. Mais je me demandais à quel point. Et bah, j'ai eu des éléments de réponse. C'est ça aussi que je recherchais là-bas parce que j'étais convaincu qu'il y avait quand même une grande composante psychologique, qu'on mettait ces gens-là sur un piédestal. Parce que je le voyais partout autour de moi, puis j'étais fatigué de ce discours. Il y avait ça aussi qui m'a pas mal incité à m'expatrier. C'était ce discours en permanence à chaque fois que j'évoquais le fait de pouvoir battre ou accomplir des exploits en compétition. Ah ouais, mais attends, eux, on entendait des légendes quoi hein, sur les compétiteurs américains, brésiliens. Ouais, mais ils s'entraînent, j'exagère, mais voilà, 12 fois par jour, ils sont tous dopés, voilà. Bon, puis bon, il y a des choses qui sont vraies, il y a du dopage, il y a des athlètes qui s'entraînent énormément, mais il y a une part de, il y a des légendes aussi, quoi. Et je voulais voir vraiment ce qu'il en était. Je voulais m'entraîner avec ces gens-là pour constater par moi-même qu'ils avaient deux bras et deux jambes comme moi et voir un petit peu le gap qu'il y avait entre eux et moi. Et j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. J'ai réussi à faire des choses à l'entraînement face à des gars qui étaient des noms pas les plus connus. Les plus connus m'ont explosé, mais il y a des mecs qui étaient pas mal, qui avaient fait des résultats et tout, que j'ai fait galérer à l'entraînement. Et je me suis dit, bah, il y a un truc à faire, quoi. On peut aller chercher ces gars-là, quoi. C'est possible. Ça t'arrive de douter encore? C'est quoi ton rapport au doute? Bien sûr, je doute. Euh, euh, Douter dans quel contexte? Par rapport à tes capacités, par rapport à, je sais pas, moi, imaginons après une défaite lors d'une compète, est-ce que tu doutes de toi à ces moments-là? Est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête lorsque tu perds une compète? Je pense que c'est relatif à l'investissement que j'ai mis dans ma préparation et dans ce que j'ai visualisé pour cette compète parce que il m'arrivait de gagner des compétitions dans lesquelles je m'étais pas particulièrement investi
Et bah, c'est beau sur Instagram, voilà, ça fait une belle photo là, avec la médaille d'or et tout ça, mais finalement, intérieurement, j'ai pas ressenti des émotions particulièrement fortes. Et il m'est arrivé de, bah là, le dernier exemple, c'est ma dernière compétition en date, c'était les championnats de France. Euh, bah, qui n'est pas pour moi la compétition qui me fait le plus rêver, mais c'est quand même, bon, c'est une belle compétition, hein, on va pas se mentir. Donc j'avais à cœur de faire un bon résultat et je m'étais vraiment vraiment investi pour faire un résultat. Bon, j'ai fait troisième. J'étais content de ma performance parce qu'à titre personnel, j'avais passé un step. J'ai dépassé certaines peurs, j'ai corrigé certaines erreurs qui étaient récurrentes depuis des années. J'ai été beaucoup plus investi, beaucoup plus. Je crois que j'ai longtemps eu ce défaut de pas vraiment oser me montrer tel que j'étais, combattre à 100% par peur de réaliser que j'étais pas si bon que ça. Et bah là j'ai combattu à 100% au dernier championnat de France et j'ai fait un très beau premier combat que je gagne par soumission, qui est la voie reine hein, pour gagner un combat en jiu-jitsu brésilien. Et je perds mon deuxième combat, la demi-finale, de la même façon, par soumission, alors que je menais pendant euh, l'essentiel du combat, et à 1 ou 2 minutes de la fin, je fais une erreur parce que je me suis relâché, et mon adversaire me fait une clé de bras. Et j'étais bah, évidemment extrêmement déçu, ça a été extrêmement douloureux, et voilà, c'était assez ambivalent comme émotion. C'était fort, à la fois très décevant, très frustrant, et en même temps, il y avait la joie de me dire que bah, j'avais réussi à être moi-même, que j'avais réussi à tout donner, et ce truc de me dire, bah, ouais, c'est d'un banal affligeant, mais bon, j'ai rien à regretter parce que voilà, j'ai tout donné, quoi. J'ai fait une erreur, mais en tout cas, là, dans l'état actuel des choses, c'est tout ce que je pouvais faire. Et je crois que ma plus grosse erreur, ça a été de pas le faire plus tôt. Et qu'est-ce qui te fait revenir à la compète à chaque fois? Enfin, pour mes auditeurs, Dany me dit à chaque fois que c'est sa dernière compète pour la saison et il s'inscrit encore à une autre compète. Et en plus de ça, tu m'avais expliqué la dernière fois que souvent dans, je sais pas comment ça s'appelle, la zone d'échauffement, t'as pas envie d'y aller à ce moment-là et tu te dis, tu te donnes un coup de boost et tu te dis, allez, on y va. Et en ressortant du tatami, t'as envie d'y retourner. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce qui te donne envie? Est-ce que c'est quelque part, tu vois, faire des compètes? Est-ce que pour toi c'est quelque part prouver quelque chose, prouver ton niveau, ou est-ce que il y a un certain goût pour l'adrénaline ou le fait de gagner? Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois? Euh, il y a, alors, il y a un goût pour la victoire, ça c'est clair. Il n'y a pas spécialement de goût pour l'adrénaline. Euh, il y a des choses à prouver, oui, ça, énormément. Comme je disais il n'y a pas si longtemps, j'en parlais avec mon préparateur mental, et avec un ami aussi. J'ai tenu ce discours, que je voyais un peu mes émotions, euh, notamment les négatifs, parce que les positifs, bon, on n'a pas trop besoin de raison pour les ressentir, mais bon, quand on ressent des émotions négatives, on a souvent besoin de se faire une raison un petit peu pour les digérer. Et je disais que moi, quand je ressens de la colère, voire parfois de la haine ou de la frustration et tout, je vois ça un peu comme des boules d'énergie, et je me dis, bah, il faut que je m'en serve comme moteur pour mon art. Et comme motivation pour performer en compétition. Euh, et donc oui, il y a une grosse envie de prouver, elle a toujours été présente. Elle mute avec le temps. Aujourd'hui, j'ai plus envie, même si on va pas se mentir, il y a quand même une envie, il y a quand même un petit peu de ce côté, euh, franchement, si je gagne une vraie enfin, une compète vraiment importante, un jour, je crois qu'il y aura, dans ma tête, il y aura, voilà, ça c'est pour tous les gens qui n'ont pas cru en moi, baver maintenant, tu vois. Je pense qu'on est tous un peu Ah ouais, comme je ça pense, au ouais. fond, hein. Même si, bon, il y en a une grande part qui en auront rien à foutre, hein, ça changera pas leur vie. Mais oui, donc il y a ça comme motivation, mais je pense pas que ce soit malsain. Il y a aussi évidemment l'envie de se prouver des choses à soi, ça renforce sa propre confiance, hein, ça je l'ai déjà fait. Je pense qu'il y a même pas besoin d'aller jusqu'à haut niveau pour ça, hein.
J'ai j'ai atteint un niveau décent, je pense, en compétition. J'ai fait des résultats qui sont pas mal. J'aspire à bien mieux, bien sûr, mais déjà quand je pense à d'où je viens, je me dis bon, il y a quand même voilà, j'ai quand même coché des cases quoi. Donc et tout ça, c'est des trucs après qui restent. Quand tu doutes justement pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, bah c'est un peu des c'est des choses sur lesquelles tu peux te reposer pour prendre pour puiser tes forces et ton courage pour affronter les nouveaux obstacles. Tu dis bah ouais, mais quand j'ai réussi à faire ça, on m'aurait dit avant que j'allais y parvenir, j'y aurais pas cru. Enfin, là aujourd'hui, je regarde ma carrière de compétiteur, bon, je me dis bon, il y a, elle est pas, elle me satisfait pas. Euh, Pourtant, je pense qu'on aurait présenté ce palmarès au Dany d'il y a 12 ans en arrière. J'aurais dit, ah ouais, génial, quoi. Le mec est ceinture noire, il a été capable de gagner des compétitions en ceinture noire, il a fait des podiums sur des compétitions internationales, des choses comme ça. Donc, j'aurais sans doute été voilà, surpris d'apprendre que j'étais capable de faire des choses pareilles à l'époque. Mais bon, bon, une fois qu'on les a fait, on se dit forcément, on se dit so what. Et je suis presque sûr que même si je serais content, si j'arrivais par exemple à être champion d'Europe, euh, ça me ferait le même effet au bout d'un moment. Je me dirais, Tu te dis, ah, what's ouais, ouais, next? so what quoi. Mais tu as parlé tout à l'heure du fait que tu suis des séances de prépa mentale. À quel moment ça t'est venu? C'est venu suite à, bah, t'étais présente, hein, tu fais pas semblant de pas savoir. C'est venu suite à, alors j'avais déjà fait une expérience de la prépa mentale puisque j'ai la chance dans le club euh, où je où j'officie en tant que professeur et en tant qu'athlète, la MK Team d'Olivier Michalesco. Je profite pour lui faire Hello pour lui faire Mako! une dédicace. J'ai la chance de bénéficier voilà, de la possibilité d'un accompagnement en préparation mentale. Et donc j'avais fait une première expérience avec Ben, qui est mon préparateur mental. On s'était vu quelques fois et puis j'avais apprécié ce contact, mais j'en avais pas ressenti. Enfin, j'étais pas naturellement revenu vers lui, ça s'était pas fait. Enfin, on n'avait pas poursuivi comme ça. Je ne sais plus pour quelle raison, parce que j'avais mille autres choses en tête. Et comme je lui ai dit d'ailleurs récemment. Ah Ben, comme j'ai, je pense, une capacité euh, assez grande à l'introspection, je voyais pas vraiment, je pensais pas en avoir besoin. Je voyais pas vraiment en quoi ça pourrait m'être utile. Et donc, pour répondre à ta question, comment j'en suis venu à remettre ça en question et à revenir sur ma, sur ma décision, c'est donc suite à une défaite au championnat d'Europe Master à Barcelone, c'était en avril dernier. Avril, ouais, c'est ça, en avril. En avril dernier, donc je passe un premier tour et puis je perds en. C'était le second tour, c'était les quarts de finale. Bref, donc je perds mon deuxième combat contre le gars qui gagne la KT, sur lequel je m'étais fait un monde, puisqu'il avait déjà gagné les championnats d'Europe à Paris quelques mois plus tôt. Je savais que c'était un solide compétiteur. Et en fait, quand je l'ai eu dans les pattes, j'ai vraiment ressenti que mon problème était mental. Parce que je subissais le combat. En même temps que j'étais en train de perdre, je sentais en fait que je cherchais même pas à gagner dans mon combat. Et je me suis dit, mais en fait, techniquement, il y a enfin, ni techniquement, ni physiquement, j'ai pu ressentir par le passé le fait d'être vraiment submergé techniquement et physiquement. Le suscité Mako me l'a fait ressentir bien souvent. Donc je sais ce que c'est de vraiment ressentir d'être dominé mentalement et physiquement et techniquement. Et là, je ressentais vraiment pas ça. Je me suis dit, mais ce mec-là est clairement à ma portée. Et pourtant, je j'arrive pas à lâcher la bête, quoi. J'arrive pas à donner le meilleur de moi-même. Et j'ai ressenti vraiment que le problème était mental. Et donc voilà, c'est l'avantage des défaites, c'est qu'elles nous font remettre en question, nous font nous remettre en question, pas toujours de la bonne façon,
mais à force de se manger des gamelles, ben, on essaye plusieurs choses jusqu'à s'approcher, je pense, à chaque fois un petit peu plus d'une vérité. Et donc voilà, suite à ça, je me suis dit, bon, ben, euh, reviens un petit peu sur tes idées reçues. Tu peux croire que tu n'as pas besoin de ça, mais essaye au moins. Au moins, tu pourras pas dire que t'as pas essayé. Voilà, essaye vraiment d'aller un petit peu, de penser contre toi-même, d'aller un petit peu contre tes préjugés. Et, donne une chance à la préparation mentale, donne même une chance à l'hypnose, puisque j'ai essayé l'hypnose. Donne une chance à ces choses-là qui par ailleurs t'intéressent. Euh, et donc je suis revenu vers Ben, je l'ai recontacté et j'ai commencé un suivi en préparation mentale auprès de lui suite à cette défaite-là, et j'en ai ressenti les bénéfices euh, assez rapidement. Donc dès ma compétition suivante, donc qui était les championnats de France dont je parlais tout à l'heure, où même si j'ai pas gagné, j'ai pu ressentir vraiment un changement dans ma façon de combattre, que je me suis donné à 100%. Ben a su mettre le doigt euh, sur sur des problématiques mentales que je rencontrais. Avec ces mots à lui, on débat euh, sincèrement, hein, lui et moi, on est souvent. Alors c'est pas des désaccords francs, c'est pas on s'oppose pas, tu vois, on est quand même globalement sur la même longueur d'onde, mais Sur quelle notion, par exemple, vous avez débattu Bah ouais, c'est pour glisser même ta petite auto-promo, parce que Dany, c'est aussi un podcasteur maintenant, donc le podcasteur c'est la minute le pub. podcasteur du dimanche. Oui, donc la thématique, c'est la thématique de l'ego, que lui et moi ne définissons pas forcément de la même façon, mais enfin, quelles que soient nos définitions respectives, en tout cas, il a mis le doigt sur quelque chose, il a mis le doigt sur certaines de mes peurs, sur des choses que je me cachais, et donc pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure quand je disais que j'en voyais pas l'intérêt, étant donné que j'avais une grande capacité d'introspection, c'est ce que je lui ai dit là lors de notre dernière séance. Je lui ai dit, mais en fait, voilà, je me trompais lourdement, puisqu'en fait, l'intérêt en tout cas en ce qui me concerne, d'un suivi en préparation mentale, c'est justement c'est l'altérité, c'est le fait de sortir un petit peu de ta bulle à toi, aussi pertinente que puissent être tes propres réflexions. Tu pourras jamais remplacer un regard extérieur, quoi. C'est ça, ça pourra jamais se substituer à un regard extérieur. Alors, il est souhaitable que ce regard extérieur, il provienne d'une personne formée, d'une personne avec qui on a des atomes crochus, voilà, d'une personne compétente. Euh, et c'est ce que je ressens avec Ben. Et donc ouais, lui, voilà, c'est ça, c'est qu'il a su, voilà, aller. Je pense que voilà, on se rend pas forcément compte, mais on se met des œillères tout seul, même si je pense m'en mettre assez peu. Je pense franchement être quelqu'un qui est assez honnête avec lui-même. Je m'en mets. Et je suis honnête en disant ça, paradoxalement. Je m'en mets parfois, il y a des choses que je vois pas, que je veux pas voir. Et voilà, c'est le rôle du préparateur mental de venir un petit peu asticoter là où ça fait mal pour notre plus grand bien, quoi. T'es assez introverti et tu fais beaucoup les choses par toi-même, seul, que ce soit à travers ton parcours ou même au quotidien. Est-ce que ça a été difficile pour toi surtout de te dire, ok, là, il faut que je me fasse entre guillemets aider. Euh, Difficile non, contre-intuitif oui. Ouais. C'est pas difficile dans le sens, j'ai pas d'orgueil alors j'en parle ouvertement, hein. Non, non, j'ai aucun orgueil. Alors c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que j'ai aucun problème avec ça. Bon, enfin, si tu as déjà dû m'entendre dire ouais c'est des conneries tout ça, mais c'était pas par en tout cas non, j'ai pas de mal à quand vraiment je suis, bah, c'est un des grands avantages de la compétition, c'est on parle souvent de vérité dans les arts martiaux, dans un affrontement. Bon, même si Mhm. nous, je pense que la vérité elle est sans doute un peu moindre que pour des combattants de MMA qui sont vraiment qui se rapproche vraiment d'un affrontement total. Nous, on est quand même dans une forme d'affrontement qui est plus codifié, où on n'a pas de frappe, etc. Donc c'est moins brutal, mais il y a quand même une forme de vérité dans un affrontement physique.
je pense. Et donc, quoi qu'on puisse se raconter, il y a un moment donné où on peut pas se cacher. Quand on fait de la Ouais. compétition, des choses comme ça. Et, et donc, quand on se retrouve nez à nez avec cette vérité-là, bah, soit on arrête, soit on continue à se cacher, mais au bout d'un moment, ça devient douloureux. Et soit bah, on se rend à l'évidence, on se dit bah, bon, il y a quelque chose que je fais pas correctement, quoi. Donc on se remet en question et bah, suite à cette prise de conscience, non, j'ai pas eu de mal à demander de l'aide. J'ai pas eu de mal à demander de l'aide. Euh, voilà, j'avais un problème, c'était évident, et donc ouais, non, j'ai pas eu de problème en tout cas en termes d'orgueil pour le faire. Et pourquoi le sujet de... Enfin, je pense qu'il y a eu d'autres sujets qui sont ressortis de ces séances avec Ben, mais pourquoi celui de particulièrement de l'ego, quelque part, t'a marqué au point de faire un podcast dessus? Est-ce que Parce que j'ai c'est... un ego démesuré. Non, bah, parce que c'est parce que c'était la thématique principale qu'on a abordée avec lui. Euh, c'était, C'est ça le point sur lequel il avait mis le doigt? L'ego? je pense que, alors je m'avance peut-être, mais je pense que c'est pas un problème qui m'est propre. Ouais. Je pense que j'ai de l'ego. On a tous de l'ego, hein, de toute façon. Euh, et puis, je pense même que l'absence totale d'ego, c'est pas envisageable. Et encore une fois, comment dire, ce serait presque pathologique. Non, non, moi j'ai pas de problème avec le fait d'avoir. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est là où, euh, où en tout cas on s'entend pas sur les termes avec Ben, mais en tout cas ça m'a pas empêché d'écouter ses conseils, de les suivre et, et avec succès. Enfin, je veux dire, je comment dire, je remets pas en cause l'aide qu'il a pu m'apporter. Pour moi, le problème n'est pas tant l'ego, enfin n'est pas tant le fait d'avoir de l'ego que le fait de se mentir en fait. Et l'ego peut nous amener à nous mentir à nous-mêmes. Et du coup, c'est quoi ta définition de l'ego? Bah, moi, ma définition de l'ego, en fait, elle est un petit peu, euh, détachée de toute considération morale, en fait. C'est que moi, pour moi, l'ego, c'est ni bien ni mal. On a un ego. L'ego, c'est simplement, en fait, je découpe dans le monde ce qui fait partie de moi et ce qui n'en fait pas partie. Euh, L'ego, c'est c'est moi. Je considère que ça c'est moi. Ça m'appartient. C'est ce que j'englobe dans le mot moi, dans la notion de moi. Et ça n'est pas moi. Donc ça reste assez flou, ça reste assez subjectif, mais voilà, dans le podcast que tu as évoqué, je définis un peu le Lego comme un territoire. Voilà, ça c'est moi, ça fait partie de moi, ça n'en fait pas partie. Euh, C'est un moteur, l'ego? euh, dans ma définition de l'ego, puisque là si on s'en tient à ma définition de l'ego, euh, c'est super difficile de répondre à ça. Euh, L'amour-propre. L'amour-propre est un moteur, ouais. Ouais, l'amour-propre, l'envie. Ouais, l'envie de. Mais est-ce que c'est tellement de l'ego? Oui, enfin, enfin, c'est pour ça que, tu vois, moi j'étais en train de te donner ma définition de l'ego comme quelque chose d'un peu amoral, quelque chose. Et je préfère les termes d'amour-propre, d'envie de reconnaissance, d'envie d'être aimé, voilà, toutes ces banalités, quoi. Et tout ça, bien sûr, c'est des moteurs, évidemment. Et justement, est-ce que à tes débuts, tu as ressenti l'envie d'être aimé par tes élèves? Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à enseigner la pole, je voulais absolument que tous mes élèves m'aiment, que je sois appréciée auprès de chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, un peu, enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est un peu moins important. Tant que je fais un bon cours, moi, ça me va. Mais du coup, toi, comment t'as vécu avec ça? Est-ce que t'as ressenti une forme de validation au début, le fait d'être aimé, vouloir être aimé par tes élèves? Alors, est-ce que c'est être aimé?
que je recherchais, pour le coup, en tant que professeur, bon, alors, personne ne cherche à être détesté, mais c'est pas tellement être aimé que être respecté et considéré. En fait, c'est assez difficile parce que j'oublie assez vite et c'est possible, et j'en ai un peu honte d'ailleurs, si c'est le cas. Maintenant, quand tu me dis admirer, ça fait écho en quelque chose quand même, mais je pense qu'il y a sans doute des fois où j'ai recherché l'admiration, et ça j'en ai un peu honte, et je trouve que ça pour le coup, c'est assez laid, et c'est pas intéressant. Ouais, je comprends. Enfin, c'est bah, dans la pole par exemple, tu vois, on en parle souvent du fait que dans la pole encore, on est beaucoup dans la démonstration où quand tu fais un cours, tu dois montrer le combo entier en te donnant à fond, etc. Et quelque part, je reconnais, tu vois, quelque part, il y a en moi cette forme de volonté d'être un peu admirée par mes élèves parce que je me dis il faut que je leur montre que j'ai le niveau quelque part pour Mm. donner le cours et il faut qu'elles le voient parce que sinon il y a mon syndrome de l'imposteur qui ressort aussi et ça c'est une autre histoire, Ouais, tu donc vois. justement, mais par rapport à cette question du syndrome de l'imposteur, c'est pour ça que oui, il y avait sans doute de ça, un petit peu, mais c'était plus le fait d'être respecté qui était important, je pense. Et je pense que quand je disais c'est laid, ce truc de vouloir être admiré, je pense dans le contexte de l'enseignement. Pour moi, ça, c'est la place de la compétition. Si tu veux être admiré, fais de la compétition. Voilà, c'est là, c'est l'endroit. C'est là que vraiment tu peux te concentrer à 100% sur toi, être un petit peu égoïste et voilà, performer et aller chercher et mériter cette admiration. Mais en tant que professeur, je trouve ça assez. Moi, je me sens investi d'un devoir un peu moral et altruiste. En tant que, même pas un peu, moral et altruiste, clairement, je me dois d'être un exemple, je me dois d'incarner certaines valeurs, et chercher à être admiré dans ma position de professeur, je trouve que c'est assez laid, et je m'en suis assez vite départi. Et aujourd'hui, je suis vraiment plus du tout là-dedans. Vraiment, je pense être sincère en disant ça. Peut-être que ça m'arrive encore, mais je crois pas. Franchement, je pense vraiment être tout entier au service de la, la cause de l'enseignement du JJB. Je me vois plus comme voilà, comme quelqu'un qui doit incarner ces valeurs-là, et donc je recherche vraiment pas l'admiration en tant que professeur. Non. Enfin, je comprends, tu vois, mais je me dis quand même, t'es dans un sport où, enfin, je vais à la MK parfois et je vois comment ça se passe. T'es dans un sport où vous faites des combats et autour, t'as des gens qui te regardent. Et est-ce que quand tu fais des combats, tu te dis pas quand même quelque part, purée, j'ai envie qu'ils voient que je gère, quoi. Et surtout que t'es prof. Et est-ce que tu te dis pas que enfin potentiellement tu peux perdre devant tes élèves, enfin qu'est-ce qui se passe à ce Ouais, bah moment-là? ça c'est une vraie question. Mais pour moi c'est pas la question de l'admiration, c'est plus la question de la crédibilité. Quand je combats, je cherche pas à être admiré vraiment quand je combats. Par contre, je peux chercher à ne pas être ridicule. Ça c'est vrai, et parfois justement, c'est une des grandes problématiques que j'avais et que j'ai travaillé avec Ben, et c'était un des trucs que lui englobe dans l'ego, et qui était un vrai problème chez moi, qu'il est toujours un peu. Enfin, j'y travaille en permanence, hein, faut pas s'imaginer qu'on en sort en un claquement de doigts, et qu'on en sort définitivement. Je pense, peut-être, je sais pas, en tout cas moi j'en suis pas sorti définitivement, je continue d'y travailler régulièrement, mais c'était effectivement un vrai problème de me sentir en position humiliante face à mes élèves, quoi. J'avais ce souci de crédibilité, et en fait, je réponds directement comment dire, au problème que je viens de poser, c'est qu'en fait, tu peux retourner de voir le problème sous un autre angle, c'est que il faut voir plus loin, en fait. Effectivement, dans l'immédiat, imagine un élève qui te voit en train de te faire massacrer. Euh, c'est humiliant, et il serait en droit de se dire: «Ah, putain, le prof est nul».
Sauf que bon, s'il te suit sur du long terme, les gens sont pas dupes non plus d'ailleurs, et qui te voient jamais en position de difficulté, bon, s'il te voit jamais en position de difficulté parce que tu défonces vraiment 100% des gens à la salle, bon, là, il y a rien à dire. Mais si c'est parce que, bah, bizarrement, tu combats jamais avec un tel ou on te voit jamais trop, voilà, tu donnes l'impression de sélectionner un peu tes partenaires, ce que tu peux faire pour d'autres raisons, hein, de poids, de blessures, de choses comme ça, hein. Bah, bon, à un moment donné, il y a déjà des gens qui vont pas être dupes, et puis toi-même, de toute façon, tu te mens, et tu n'incarnes pas des valeurs qui sont pour moi fondamentales dans l'enseignement et la pratique du JB, qui sont bah, en fait le fait le dépassement de soi, le fait de se confronter à la difficulté, et donc quelque part, et c'est le discours que tient Ben, et ce sur quoi il m'a aidé, c'est que lui, il utilise la notion d'honneur pour définir ça, c'est que il y a un honneur à perdre avec la manière. Il y a un honneur à, à aller chercher la difficulté à l'entraînement, quitte à se retrouver dans des positions humiliantes. Et je pense que ce soit à l'entraînement, devant ses élèves, en compétition, même si évidemment le contexte, et je ressens évidemment quand je suis à l'entraînement des fois qu'il y a des yeux braqués sur moi, c'est difficile de faire abstraction du regard des autres. Parfois j'y arrive, et parfois c'est plus difficile. Mais il y a quelque chose qui doit passer au-dessus de ça. C'est vraiment mes objectifs réels qui sont progresser, qui sont voilà, dépasser ces difficultés, chose que je ne pourrais jamais faire si je vais pas vers des adversaires qui sont capables de me battre. Et je fais, non, donc, comme tu le sais, en ce moment, je suis en pleine lecture des Essais de Montaigne. Il a cette phrase en parlant de la mort, où il dit: la mort, il ne faut ni la souhaiter ni la craindre. Et moi, je fais le parallèle avec la défaite. C'est ça, c'est vraiment un équilibre qui est pas facile à trouver. Il faut ni la souhaiter ni la craindre. Parce que c'est parfois aussi, c'est des choses que j'ai pu, alors que j'ai vu souvent, que j'ai pu un peu ressentir parfois en compétition, et que j'ai encore vu récemment chez certaines personnes, des gens qui, en fait, tellement convaincus qu'ils vont perdre, parce qu'ils s'auto-sabotent. Donc en fait, ils se mettent presque à souhaiter la défaite, quoi. Se dire, bon, bah, puisque je vois pas comment gagner, bah, souhaitons la défaite, quoi. Mais non, c'est pas une solution non plus, quoi. Voilà, c'est maintenir cette posture euh, face aux vents et marées, de voilà, continuer à avancer, à suivre ses objectifs. Et s'il faut perdre, ben, perdre en se battant jusqu'au bout, avec honneur. Bah, j'ai l'impression que c'est une phase par laquelle passent un peu enfin, les nouveaux professeurs où on a un peu peur. Enfin, moi, je sais que dans la pause, j'avais un peu peur de mal faire, de montrer, je sais pas, moi, que je glisse un peu. Et un jour, en montrant le combo du jour, donc l'enchaînement du jour, bah, j'ai glissé sur la barre parce que il faisait chaud et ça glissait. Et au départ, je me suis sentie un peu humiliée. Enfin, j'avais honte un peu parce que je me suis dit, purée, j'ai glissé et tout. Et en fait, j'ai juste vu les élèves et entre elles, elles se sont dit, oh, elle est humaine. Et moi, ça m'a dédramatisé, tu vois, le fait que il y ait quand même en fait une place à l'erreur aussi. Ouais, évidemment, bah, ça c'est, ouais, bah oui, ouais, ouais, mais je pense que le perfectionnisme, c'est un fléau, hein. J'ai énormément progressé là-dessus. J'ai eu une période. T'es assez exigeant avec toi-même, hein. Je suis très exigeant, mais pour moi, ça n'est pas ou ça n'est plus incompatible avec le fait d'accepter une l'imperfection. C'est-à-dire que je continue d'être très exigeant, très discipliné. C'est-à-dire que j'ai un programme d'entraînement, je m'entraîne jusqu'à 3 fois par jour parfois moins, hein, c'est pas tous les jours. Euh, et je vais pas négocier avec moi quand il va s'agir d'aller à l'entraînement ou faire non, non, ma séance doit être faite, si j'ai prévu de faire ça, il faut que je le fasse, etc. Par contre, bon, bah, si du moment que je fais de mon mieux, si j'ai appris à accepter que bah il y a des jours où on est moins bon, il y a des jours où voilà,
comment dire, on peut pas, voilà, on peut pas être au top tous les jours, et que ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus, et que ça sert à rien de me flageller, c'est contre-productif de me flageller avec ça. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait c'est contre-productif, que tu te frustres et que ça t'amène à te dégoûter, et donc en fait, paradoxalement, en fait, à trop vouloir bien faire, on fait de la merde, quoi. Donc, je commence à effleurer une forme de sagesse, je pense, par rapport à ma pratique, et ça, j'ai appris à l'appréhender, et j'accepte l'imperfection parce qu'elle est tout simplement inévitable. C'est la réalité, quoi. Et puis, du coup, ça me permet aussi, en fait, c'est super important parce que ça me permet aussi de démystifier beaucoup de choses, de désacraliser les champions, les machins, et de voir aussi que eux aussi sont humains, et de m'autoriser à les battre. Parce que le problème, c'est que quand tu places ces gens-là, ou la réussite d'une manière générale, sur un piédestal, sur quelque chose qui serait inatteignable, ben, ça devient vrai pour toi. Et en fait, tu te mets à toi-même à essayer de courir après quelque chose qui est impossible, et tu t'auto-sabotes encore une fois. Donc ouais, je suis très exigeant, car très discipliné, car voilà, il y a des choses sur lesquelles je ne négocie pas. Il faut être, voilà, j'ai un programme d'entraînement, je m'y tiens, etc. et tout. Mais comme je disais tout à l'heure, et j'emprunte cette phrase à Michel Onfray, on est tenu d'essayer, et il emploie souvent cette phrase, on n'est pas tenu de réussir, mais on est tenu d'essayer. Et voilà, je m'en tiens à ça. Je suis pas tenu de réussir, mais je suis tenu de plus qu'essayer, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. C'est quoi ton rapport avec ton rapport à l'échec? Je sais que t'as lu, parce que je sais tout de toi, et je fais genre depuis tout à l'heure, mais que t'as lu Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Ça t'a permis de voir d'aborder l'échec différemment, ce livre ou Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un super livre, ouais. Bon, en fait, je sais pas réellement à qui je dois quoi, parce que tout ça, ça, comment dire, toutes ces choses-là sont intervenues sur une même période. Il y a eu l'influence de Ben, il y a eu la lecture des Vertus de l'échec, il y a eu cette fameuse défaite au championnat d'Europe de Master de Barcelone, qui faisait suite à une succession de enfin, d'échecs relatifs, hein. J'ai quand même fait beaucoup de podiums sur la saison précédente, mais j'ai fait plusieurs fois deuxième. Enfin, voilà, j'ai plusieurs fois ressenti des choses qui m'ont déplu lors de mes prestations. Et, et voilà, et en fait, je pense qu'il y a aussi un tri à faire parmi les échecs. Euh, il y a, comment dire, comme je te disais par rapport à ma dernière compétition, j'ai échoué en un sens, puisque je voulais être champion de France évidemment, mais je n'étais que troisième. Mais j'ai réussi, à titre personnel, à dépasser certaines Ouais. choses. Donc c'était un échec relatif en ce sens. Et puis bon, bah, il y a échec et échec. Il y a des échecs dont on ne se remet pas. Euh, une blessure Ouais. dramatique, voilà, qui empêche de pratiquer. Bon, si tant est qu'on puisse parler d'échec, c'est plus un accident, mais et puis il y a des échecs qu'on surmonte et qui nous rendent plus forts, ou qui nous font remettre en question finalement, est-ce que je veux réellement ça? Et si je le veux réellement, ben à ce moment-là, ça nous rend plus Mm. forts, puisque je me remets en question et je trouve voilà de nouvelles façons de résoudre les problèmes. J'ai un rapport à l'échec qui est comme, je pense, comme tout un chacun. Je pense que, et d'ailleurs Charles Pépin en parle, je sais pas comment appeler ça, c'est même pas une philosophie, mais cette euh, euh, cette posture qui tendrait à, face à un échec, à faire comme si c'était comme si c'était pas grave, c'était génial. Ah, mais quelle merveilleuse occasion de me remettre en question, et de voir les choses sous un nouvel angle. Non, c'est pas ça. L'échec, ça fait mal. L'échec, c'est C'est dur sur le moment. bien sûr, c'est douloureux. On est tenté de le fuir, et encore une fois, comme l'échec, bah, voilà, ni le craindre, ni le souhaiter. Voilà, l'accepter, faire ce qui est en son pouvoir pour réussir, tout en, voilà, en acceptant qu'on peut échouer, et si on échoue, bah, prendre les dispositions qui s'imposent, quoi. Donc une posture finalement.
assez stoïque. T'as directement été mis dans le bain quand t'as enseigné ou t'as eu une formation Pas vraiment. Bon, j'avais eu des expériences bénévoles à droite à gauche. Je pense que je me suis longtemps imaginé le faire, que ça m'a beaucoup préparé à ça, puisque j'ai commencé à enseigner, j'ai 12 ans de pratique aujourd'hui, donc j'avais quasiment 10 ans quand j'ai commencé à enseigner déjà de pratique, donc bon, j'avais déjà un solide bagage en tout cas en tant que pratiquant. Je m'étais souvent imaginé, puisque j'avais vocation à le faire, c'était mon projet, monter mon académie, etc. Donc j'avais eu bien le temps d'y penser, même si t'imaginer dans ta euh, tête, donner des cours. Allez les gars. non, mais ouais, donc c'était pas aussi, comment dire, c'était pas aussi formel, mais régulièrement, je m'imaginais comment transmettre mon savoir, comment je ferais pour expliquer une technique. Puis j'avais déjà eu l'occasion de le faire ponctuellement dans les différents clubs que j'ai fréquentés. Donc j'avais déjà une petite expérience. Bon, j'étais pas préparé à ça. Ouais, genre une expérience sur le terrain. Ouais, forcément. Enfin, j'étais pas préparé à certaines choses. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti pour un début, mais j'ai fait des erreurs, quantité d'erreurs. Au début, bah, j'ai pas vraiment été formé en tant que tel, puisque j'ai un diplôme qui m'a donné accès à la carte professionnelle. Autrement, je n'en parlerai pas sur ce podcast parce que c'est illégal. Mais le diplôme que j'ai passé, c'est un diplôme assez général qui a pas grand-chose à voir avec ma discipline, qui m'a apporté des choses quand même, voilà, qui m'a donné certaines notions de sécurité, d'encadrement, voilà, des choses assez générales qui sont utiles, qui m'ont servi, mais qui m'ont certainement pas préparé. Je pense que de toute façon, il n'y a aucun diplôme qui prépare réellement à ce que c'est qu'être prof, qu'on apprend en grande partie sur le terrain et par expérience du terrain. Que avoir un diplôme, quelque part, ça te défait un peu du syndrome de l'imposteur. Enfin, sans défait, du syndrome de l'imposteur. Ouais, j'ai plus du tout le syndrome de l'imposteur. Ouais, vraiment. Non, non, ouais. Vous savez, c'est mon quotidien. Non, mais on s'en défait par un certain détachement en fait. Je pense que en fait, c'est l'envie ou est-ce que c'est une envie ou le sentiment qu'on doit. Moi, ouais, je l'ai plus ressenti comme une responsabilité, c'est ça, une responsabilité immense et le devoir de tout contrôler plus que l'envie. Ouais. Et puis j'ai simplement accepté qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui étaient hors de mon contrôle et je me suis vachement relâché par rapport à ça. En fait, je suis pas responsable de tout ça. Et au contraire, plus je vais me sentir responsable et plus je vais essayer d'englober de choses, moins je vais être bon dans ce que je vais faire parce que je peux pas être bon partout. Hmm. Donc, non, non, je me suis vraiment libéré de ça. Euh, bon, c'est difficile à dire en tant que Français parce qu'on a un problème un peu avec ça et tout, mais je pense être un bon professeur. Ouais. Pas pour tout le monde, Hmm. forcément, on peut pas plaire à tout le monde et on n'a pas une pédagogie qui est adaptée à tous les profils. Et justement, c'est ça aussi qui me permet de dire aujourd'hui que je suis un bon professeur, c'est parce que je me sens pas responsable du fait que certains ne sont pas réceptifs à ma pédagogie. Bon, si c'était une majorité, bon bah là, bon, il faut se remettre en question, mais on peut pas plaire à tout le monde, voilà. Et j'ai vu les effets de mon enseignement, j'ai un certain recul maintenant, j'ai de l'expérience, j'ai vu des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient pas, et j'ai pas de mal à dire que ça parce qu'il y a une part qui finalement ne me revient pas tant dans les bonnes choses que je fais que dans les mauvaises. C'est-à-dire que euh, bah, déjà quand je fais des erreurs, bah, on peut pas savoir, hein, on est obligé de faire des erreurs pour avancer, on peut pas tout savoir. Et quand je fais des bonnes choses, bah, j'ai pas non plus, je sais qu'il y a de moi là-dedans, mais il y a aussi de l'élève. Si on prend un cas particulier, il y a pas si longtemps, on m'a fait la réflexion. Ah ouais, tes gars ou tes machins, tes élèves. Et j'ai pas ce sentiment de possession vis-à-vis de mes élèves. Vraiment, je suis vraiment très, je suis un libertin en matière en Juste en matière, matière en d'élèves, hein, matière, attention. en matière d'enseignement. Ouais, c'est vraiment la liberté, c'est super important. C'est vraiment, voilà, moi, je suis là pour t'offrir tout ce que je peux. C'est ça, c'est en ça que je peux me permettre de dire que je suis un bon professeur, c'est que je,
je m'y emploie corps et âme. Je donne vraiment le meilleur de moi-même. Et je suis toujours prêt à me remettre en question, toujours prêt à écouter les critiques qu'on pourrait me faire. Et, euh, et, euh, et comment dire, et si quelqu'un n'adhère pas à mon enseignement, je le prends pas personnellement. Ouais. Mais c'est juste que j'ai l'impression, tu vois, que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi lié à une certaine confiance en soi, dans le sens où quand je faisais des études de droit, tu vois, j'avais tous les diplômes qu'il fallait, je m'en sortais plutôt bien. Et pour autant, quand j'ai commencé à travailler, je me sentais vraiment comme un imposteur, malgré tous ces diplômes, malgré toute l'expérience, parce que j'avais pas confiance en ce que je faisais moi sur le moment. J'avais trop peur de foirer mon travail. Quand je faisais des stages en cabinet, j'avais trop peur je sais pas, je dis souvent de mettre des gens en prison et tout, et de jouer avec la vie des gens, tu vois. Donc quelque part aussi, c'est lié à la confiance en soi. La responsabilité est tout autre, hein. Bon, j'ai une responsabilité comment dire, de prendre soin à ce que mes élèves ne se blessent pas pendant la pratique. C'est Ouais. le seul point un petit peu délicat de l'encadrement en tant que prof de JJB. Mais bon, c'est pas je pense que ça n'a rien de comparable avec le travail d'un médecin urgentiste ou des choses comme ça. Mais tu devrais lire le livre que je lis parallèlement aux essais de Montaigne en ce moment pour comment dire, diversifier avec une lecture un peu plus légère, hein, qui est La confiance en soi de Charles Pépin, Ouais. encore lui. Et il parle de ça justement, il définit ce qu'est pour lui la confiance en soi à travers de différentes modalités. Et bah, ça passe, la confiance en soi, alors si je de mémoire, c'est aussi la confiance en la vie, c'est aussi la confiance en Mhm. l'autre. C'est pas que la confiance en soi. C'est pour ça que finalement, on peut être confiant heureusement. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire être narcissique, égocentrique ou souvent bien au contraire. On cherche à combler un manque de confiance par ça. Et donc en fait, on a confiance en soi quand on a. C'est pour ça que je me sens pas arrogant quand je dis je suis un bon professeur parce que c'est plus grand que moi en fait. Que c'est il y a pas que moi là-dedans. Je, ce serait comme de dire j'obéis bien aux règles qui permettent d'être un bon professeur, tu vois. Et ouais, donc dans la confiance en soi, il y a la confiance en la vie, la confiance en l'autre, comme je disais, parce que forcément, pour avoir la conviction que tu vas faire du bon travail en tant que professeur, bah, tu es obligé de faire preuve d'une certaine forme de lâcher prise et de savoir que ça va être bien reçu par ton auditoire, que ça va se faire pour des raisons qui échappent un peu à ton entendement parfois. Et voilà, la confiance en soi ne réside pas qu'en toi en fait. Vous entendez, hein, des paroles sages à chaque fois. Comment tu vis ton sport aujourd'hui, ta discipline? Tu as commencé à évoquer que c'est devenu un art. Hmm. Ouais, bah ça je le ressens, bah c'est un peu connexe avec ce que je disais par rapport à la confiance en soi, enfin en tout cas la façon dont le traite Charles Pépin. Ouais, bah, à l'entraînement, là, il y a pas longtemps, j'entendais deux partenaires discuter et l'un qui disait à l'autre, tu réfléchis trop quand tu tournes, t'es trop dans l'aspect cérébral de la chose et tout ça. Et effectivement, il y a une part vachement de ressenti, de feeling. En fait, euh, ouais, je le ressens vraiment comme un art, une forme d'expression. Quand je tourne, on dit tourner hein, pour combattre. Parce que bon, on dit combattre, c'est vrai que c'est une forme d'opposition physique, mais il y en a même qui remettent un peu en question cette notion de combat, dans la mesure où on se met quand même pas des parpaings dans la tronche et que on ressort d'un entraînement, certes un peu courbaturé, mais bon, voilà, on n'est pas amoché comme après une séance de pugilat. Donc ouais, il y a vraiment pour moi quelque chose je ressens vraiment quelque chose d'artistique quand je tourne.
je m'exprime et c'est aussi souvent des phrases de Bruce Lee qui me reviennent en tête en ce moment. Bruce Lee qui était un passionné de philosophie et un pratiquant de philosophie et d'arts martiaux. Donc on a ça en commun, ces deux centres d'intérêt. Euh, et, euh, et il disait à un moment donné, il faut tellement avoir ingéré la technique qu'il faut l'oublier. Et je ressens vraiment ça dans ma pratique maintenant, c'est-à-dire que la technique a du sens. Et c'est ça aussi, j'ai longtemps été dans une application un peu scolaire, académique des techniques et des choses comme ça, et c'était une erreur. Parce que finalement, il faut réussir à comprendre le concept derrière la technique pour réussir à l'adapter en temps réel. C'est aussi beaucoup le fait d'enseigner. Alors, c'est le fait d'enseigner, comme je disais tout à l'heure, ça te permet comme tu es obligé de décrire ce que tu fais, ben, en fait, des fois, de mettre le doigt, de j'ai pas le mot bon, exprimer, bah, je vais dire donner vie, c'est pas le mot que je cherche, mais de donner vie à des choses qui sont un peu inconsciemment en toi, de structurer tes connaissances en les formulant, voilà, de formuler, c'est ça que je cherchais, c'est le mot que je cherchais, de formuler des choses qui sont en toi sans que tu les aies forcément réalisées, euh, tu te découvres en même temps que tu te racontes et que tu racontes ce que tu es en train de faire. Et il y a aussi le fait de voir les erreurs de tes élèves, ça me permet des fois de réaliser que tu fais les mêmes et Mhm. de t'en déprendre. Donc, et j'ai parmi mes élèves des profils un peu comme ça, de gars très très académiques qui ont un répertoire technique super étendu Ouais. et aucune capacité à le retranscrire en combat. Parce qu'ils sont dans comment dire, l'apprentissage encyclopédique, didactique du jujitsu, et c'est pas ça. En fait, il faut, quand tu as compris réellement à quoi te sert la technique, ce qui se cache derrière, tu es capable de la reproduire en temps réel et de l'adapter en temps réel. C'est surtout ça, parce qu'en fait, reproduire un mouvement sur un partenaire statique, alors ça peut être bien pour un petit peu habituer ton corps à certaines formes de corps, comme on appelle nous en JJB, ou certaines positions, voilà, à développer une certaine forme de mémoire musculaire et certaines habilités, facultés motrices. Mais ça n'est qu'une toute petite partie du problème. Ce qu'il faut savoir faire réellement, c'est euh, s'être suffisamment imprégné du concept qui se cache derrière la technique pour être capable de le, d'improviser, en fait. Voilà. Et c'est en ça que je me sens artiste dans ma pratique. Ouais, et est-ce que le fait que tu aies ton propre style au JJB, ça t'a aidé à t'affranchir de cet aspect juste technique de la discipline? Parce que je sais que moi, dans la pole, je suis des personnes qui sont très techniques, mais qui ont moins ce côté, ce style, le propre style un peu artistique, tu vois. Ouais, bah j'ai longtemps, je pense que j'ai longtemps cherché la vérité chez des idoles, chez des pratiquants qui étaient pour moi les meilleurs, que j'admirais le plus, et donc pour moi la vérité du jiu-jitsu c'était leur vérité. Donc c'est l'erreur que j'ai fait avant, et c'est quelque chose dont je me suis euh, bien écarté aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein. Euh, et, la lecture de Nietzsche m'a aidé à ça. Vous Euh, l'entendez? Il parle de Nietzsche c'est pas vrai, H24 c'est à pas la vrai. maison. Euh, et ouais, bon, je pense que c'est propre c'est simplement immature, quoi. C'est pas très grave, mais et bon, et puis c'est peut-être pas, je sais pas si c'est préjudiciable. Est-ce qu'il faut passer par là ou pas? Je sais pas. Peut-être que je me suis simplement lourdement trompé pendant des années. Non pas que j'en ai rien retiré, mais il y aurait eu de meilleures façons de pratiquer et que je serais arrivé plus vite à de meilleurs résultats, peut-être, sans doute même. Euh, en tous les cas, je regrette rien puisque à moi, il a fallu en passer par là. En tous les cas, aujourd'hui, j'ai réalisé que ce serait une erreur de
continuer de persévérer dans cette voie-là, et que la vérité d'un tel n'est autre que la vérité d'un tel, et que ce qui marche pour lui, même si ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais n'est valable complètement que pour lui, et que il fallait, voilà, et que voilà, je suis ceinture noire aujourd'hui, professeur. Il s'agit de trouver ma voie, ma vérité, et donc j'ai un style qui est quand même très influencé par donc beaucoup de ces pratiquants que j'ai admirés par le passé. Il ne s'agit pas non plus de renier mes origines, mais je de plus en plus, ne serait-ce que en ayant simplement arrêté de me dire, il faut que ce mouvement-là ait été validé par un tel pour qu'il ait légitimité, et on en revient au thème de la confiance en soi. Je me fais maintenant suffisamment confiance, et je fais confiance à mon expérience qui me permet de dire, bah, si tel mouvement, je le ressens, quand je l'utilise, il fonctionne, bah, ouais, j'ai pas besoin de plus. Ça doit être ma seule vérité. Tant que je l'utilise et qu'il fonctionne, bah, et je le considère comme valable, et puis si un jour il fonctionne plus, bah, je le remettrai en question. D'ailleurs, c'est ce qui se passe de toute façon quand on utilise les techniques de quelqu'un d'autre, puisque à chaque mouvement a sa réponse. On est dans un sport d'opposition, donc à partir du moment où l'adversaire a compris ton, le problème que tu lui poses, il va être à même de le dénouer, et donc il va falloir que tu échafaudes une nouvelle stratégie. Donc c'est quand même vachement plus intéressant de trouver tes propres réponses aux problèmes. Bien sûr, sans rejeter des influences extérieures. On se nourrit toujours des influences extérieures, mais sans chercher à s'y rapporter de façon formelle, quoi. Je vais passer un peu du... Coca Light. J'ai prévenu, il y a tellement de mauvaises blagues sur ce podcast. Tu m'as toujours encouragée à faire ce qui me plaît de la manière dont je le souhaite. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t'autorises à faire? Bon, absolument, mais j'ai aucun mérite à ça. C'est mes parents qui m'ont élevé dans ce sens-là. Donc j'ai eu cette grande chance, voilà, il y a une sorte de dicton comme ça, grosso modo, enfin, qui revient à dire, fais ce que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Je sais plus trop ce que c'est, Hmm. mais un truc dans ce goût-là. Et bah, c'est vraiment les préceptes dans lesquels j'ai été élevé par mes parents. Et c'est ancré en moi. J'ai jamais eu d'effort à faire pour ça. En tout cas, pour m'en convaincre, pour pour le, pour le réaliser, pour le concrétiser, oui, forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas grand mérite à penser ça, puisque j'y ai été aidé, j'ai été élevé en ce sens-là. Bah écoute, merci. Merci à toi, Jessie. Je vais couper avant, je pense. On est bon. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Ça m'étonne un peu que vous soyez arrivé jusqu'au bout parce qu'il est assez long, je sais. Mais en tout cas, merci d'avoir pris la peine d'écouter un bout ou d'être même arrivé jusque-là, hein. Vous pouvez retrouver Dany sur Instagram, DanyPlatBJJ, où il partage régulièrement des infos, notamment concernant ses cours particuliers. Allez, je vous dis à dans quelques semaines pour le prochain épisode. Ok, où est-ce que j'appuie là? Pour pas merder.